Cette semaine, Accès réservé s'intéresse au château du Plessis-Bourré à Écuillé. Le monument est ouvert à la visite depuis 1955. Pourtant, certains lieux restent toujours inaccessibles au grand public. Des lieux que nous allons vous faire découvrir en exclusivité. Nous sommes au château du Plessis-Bourré. Alors, le château du Plessis-Bourré, il est situé à 15 minutes au nord d'Angers, perdu au milieu des basses vallées angevines. Il a été construit entre 1468 et 1473, c'est-à-dire en 5 années, ce qui est un record en soi. On pense souvent à toutes ces églises et cathédrales qui ont été construites en plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Ici, il a fallu à Jean Bourré 5 ans pour achever son œuvre. Donc il a fallu mobiliser les artisans de toute l'Europe et payer, on estime, on n'a pas de chiffre exact, entre 3000 et 5000 ouvriers qui travaillaient tous les jours sur la construction du château. Et il n'a jamais été modifié dans son ensemble, dans l'architectural, depuis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2016, le château est comme Jean Bourré pouvait le voir, Jean Bourré et Louis XI pouvaient le voir quand ils arrivaient ici. À cela près qu'à l'époque, il y avait effectivement 4 hectares de douves, donc c'était plus imposant encore. Alors quelques chiffres sur le château. Il y a environ une centaine de pièces. Il y a 7 étages, 2 hectares de toiture, 15 escaliers à colimaçon, 4 ponts-levis en ordre de marche. Nous sommes dans les combles du château. Alors les combles du château, ils ont été construits dès le départ pour 2 raisons. Aménagés de cette manière-là pour 2 raisons. La première, c'est militaire. Nous avons en fait de l'autre côté de cet alignement de charpente un chemin de ronde. Le chemin de ronde fait tout le tour du château. Et donc les militaires pouvaient faire le tour, observer par les fenêtres, brandir leurs arcs et leurs arbalètes par les meurtrières et les bouches à feu. Et il y a même des machicoulis qui permettaient de lancer des projectiles et de l'eau bouillante sur les ennemis. Et ensuite, de l'autre côté, dans la partie où je me trouve actuellement, c'était un endroit qui était réservé au petit personnel, donc aux plusieurs centaines de domestiques qui devaient cohabiter ici pour servir la famille propriétaire du château. En fait, les domestiques étaient répartis par fonction, en fonction des différents corps. Ici, nous sommes en fait au-dessus des appartements privés de la famille seigneuriale, donc tout le personnel qui s'occupait d'eux directement était logé ici. La toiture a été rénovée, a été refaite, mais la charpente, celle que nous voyons ici, date du XVe siècle. Donc c'est effectivement une construction qui a été faite pour durer, avec du matériau noble. Et le maître charpentier s'est inspiré, comme dans la plupart des châteaux, des chantiers maritimes, avec une coque de bateau inversée. Pour éviter les incendies, on n'a pas attendu les extincteurs. Vous savez qu'au 19e et au 20e siècle, on avait déjà d'autres techniques qu'on peut voir ici. Ce sont donc des grenades qui permettent de libérer une substance chimique qui, en explosant, soufflait le feu et permettait son extinction. Nous sommes ici dans le chemin de ronde qui permettait de surveiller les alentours et en cas d'attaque de se protéger à l'aide des fenêtres, des meurtrières et des machicoulis qui sont au sol. Et puis au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, quand le château a perdu toute fonction militaire, la domesticité s'est emparée de cet espace pour en faire des espaces de séchage pour tous les draps et les vêtements de la maison. Donc ça correspond effectivement à des centaines de mètres de fil sur lesquels la blanchisseuse était chargée d'étendre tous les draps et toute la literie de la maison.
cave voûtée qui est incroyablement massive, avec des murs qui font plusieurs mètres d'épaisseur. Et en fait, la raison est toute simple, nous sommes situés sous la salle du Parlement, qui est une salle très grande, qui fait 5 mètres de haut, faite en tuffeau, pierre de tuf, et avec des voûtes en pierre, donc, qui est extrêmement lourde. Et pour porter cette masse, il a fallu mettre en place ces caves. En fait, c'est une double cave à 2 niveaux. Nous sommes dans le premier niveau et le deuxième niveau se situe derrière ces portes-là. Et donc, naturellement, comme ces murs ont été très massifs pour pouvoir porter la salle du dessus, le propriétaire des lieux s'est servi de ces salles-là pour en faire des salles fortes. Alors, qu'est-ce qu'il enfermait dans ces salles fortes? Là, il y a débat, bien sûr. Ça pouvait être des prisonniers, on y pense forcément, puisque chaque porte a été transformée en cellule. Il y a une porte en bois devant chaque cellule, mais ça pouvait également être des lieux de stockage. On pouvait mettre des denrées un petit peu rares, de la nourriture, mais aussi de la poudre. Vous savez que c'était très rare à l'époque et très cher, donc la poudre noire pouvait être stockée ici. Mais ce qui accrédite un tout petit peu la thèse de la prison, c'est la proximité avec la salle de justice qui est au fond de cette cave. Et il y a une porte qui donne directement sur cette salle. Et la salle de justice, selon la tradition populaire, était la salle où le seigneur rendait sa justice sur ses terres. Donc Jean Bourré pouvait très bien effectivement être dans la salle d'à côté, en attendant les prisonniers, en attente de jugement dans les cellules ici. Nous sommes dans la salle de justice. Comme je l'expliquais, la proximité avec les prisons, qui sont juste de l'autre côté de la porte, permettait au geôlier d'amener les prisonniers en attente de jugement dans cette salle où nous pouvons très bien imaginer Jean Bourré et toute sa cour rendant la justice. Il y a ici la cathèdre. Nous pouvons également très bien imaginer Jean Bourré assis, trônant sur ce magnifique siège sculpté du XVe siècle, voyant et rendant lui-même la justice sur sa seigneurie. Nous avons aussi ici dans cette salle 3 remarquables portraits. Nous avons ici Charles Bourré, le fils de Jean Bourré, qui est habillé en rouge, et face à lui, son père, Jean Bourré, également avec la même tunique rouge, et de l'autre côté de la fenêtre, la femme de Jean Bourré, Marguerite de Féchal. Et coïncidence, elle-même est habillée avec une robe rouge. Le rouge étant la couleur de pouvoir jusqu'au XVIIe siècle. Ce sont des portraits qui datent du XVIIe siècle et qui représentent le père, la mère et le fils, avec une petite anecdote étonnante où on voit que Jean Bourré et Charles Bourré se ressemblent furieusement. Une raison très simple à cela, on n'avait pas de portrait de Charles Bourré, donc le peintre a décidé tout simplement de refaire le portrait du fils à partir de celui du père. Cette salle, on l'ouvre seulement pendant les grandes manifestations comme les Journées du patrimoine ou des fêtes médiévales, etc. Puisqu'elle est un petit peu en dehors du circuit de visite. Elle est dans le prolongement d'un enchaînement de salons qui date du XVIIIe siècle. Cette salle ici est clairement du XVe siècle, bien qu'elle ait été modifiée à la fin du XIXe siècle, mais ça ne serait pas cohérent pour les visiteurs. Il y aurait une incohérence dans le circuit de visite entre le salon Louis XIV qui est à côté et cette salle de justice qui date du XVe siècle. Nous sommes à la base du donjon. Alors, au XVe siècle, Jean Bourré a voulu construire un château presque fortifié avec les principaux éléments qui caractérisent l'architecture militaire, à savoir des tours rondes à chaque angle et une plus grande tour, le donjon, qui permettait le repli en cas d'attaque. Nous sommes ici à la base du donjon qu'il avait imaginé et qui est complètement hermétique du reste du château. La base du donjon était
primordial puisque c'était l'endroit le plus fortifié avec des murs qui font quasiment 3 mètres d'épaisseur. On y installait des pièces d'artillerie et c'était effectivement l'endroit le mieux protégé. Raison pour laquelle on y entassait certainement les denrées les plus rares, probablement également les munitions et les armes. Peut-être plus tard, quand toute perspective de guerre a été mise de côté, cette pièce a servi pour stocker soit effectivement des trésors ou même plus certainement une sorte de cachot du seigneur. Ce que nous appelons aujourd'hui le cachot pouvait très bien être à l'époque aussi l'entrée d'un souterrain qui permettait de passer sous les douves qui font quand même 2 à 3 mètres de profondeur et aller à plusieurs centaines de mètres en dehors de la propriété pour pouvoir se sauver de toute tentative d'attaque. Les plus anciens guides et les plus anciens habitants des environs nous ont dit qu'il y a encore quelques années, cette pièce était complètement pleine d'eau. Donc il y avait 3 mètres d'eau, ce qui veut dire qu'il y avait probablement une fuite dans les murs de la fortification qui mènent dans les douves. Et donc ça nous amène vers une théorie. Il y avait un souterrain qui passait sous l'eau, le souterrain a pris l'eau à un endroit, l'eau est rentrée et est rentrée après dans cette salle qui est tout de même assez importante. Cette salle, elle n'est jamais visitée puisqu'elle est effectivement dans la partie un peu technique du château et d'autre part, elle n'est pas encore tout à fait sécurisée. Il faudrait qu'on aménage un petit peu la pièce et qu'on la mette davantage en valeur également puisqu'elle présente un intérêt historique certain. Nous sommes donc dans la cuisine historique du château. Aujourd'hui encore, on s'en sert pour des petites réceptions privées. Les propriétaires s'en servent également pour leurs repas. On peut encore admirer cette très belle cheminée de cuisine ici. Alors, au XVe siècle, j'en parlais tout à l'heure, il y avait quand même plusieurs centaines de personnes qui habitaient ici. Et ça a été vrai jusqu'au XXe siècle, début du XXe siècle. Donc cette cuisine ne suffisait pas. En réalité, il y avait 4 salles à la suite qui étaient de cette dimension-là, qui permettaient de faire de la cuisine pour autant de personnes. Et puis au-dessus de nous ici, il y a encore une dernière salle qui permettait le dressage. En fait, ici on faisait le gros œuvre, on va dire en cuisine, et à l'étage on dressait les couverts pour pouvoir les amener directement dans la salle de réception. Ici nous avons une grande cheminée, mais il y a d'autres cheminées dans les pièces qui suivent, qui sont plus ou moins importantes. Et également, il y avait un monte-charge qui existe encore aujourd'hui, qui est caché derrière ce mur, qui permettait de monter le plat au premier étage. Et donc le domestique pouvait prendre le plat directement et l'amener dans la salle du Parlement, qui était la salle de réception principale. C'est un château qui a beaucoup plu et beaucoup servi dans les tournages de films. Les producteurs et réalisateurs aiment évidemment cette unité et cette cohérence historique. Et donc le premier film qui a été tourné ici, qui est resté le plus célèbre, c'est Peau d'âne de Jacques Demy, avec Catherine Deneuve dans le rôle de Peau d'âne. Et suite à celui-là, une quinzaine de films ont été tournés au château. Des films étaient les films historiques. On retiendra bien sûr Le Bossu avec Daniel Auteuil, mais également la Princesse de Montpensier ou encore Fanfan la Tulipe avec Pénélope Cruz et Vincent Pérez. Et le dernier film tourné ici, c'est un film de Jacques Perrin, Louis XI, Le pouvoir fracassé.